Donc, bonsoir à tous. Je déclare la séance du Conseil ouverte. Je vais procéder à l'appel. Donc, Marilyn Wagner présente. Sarah Ferraud qui a donné procuration à Madame Béatrix. Michael Pereira. Camille Dalle. Louis Chouin. Présent. Sabrina Bécher. Présent. Guillaume Biener. Présent. Pascal Séjourné. Présent. Pierre Bibé. Présent. Frédéric Paris. Présent. Jérôme Varan qui a donné procuration à M. Pereira. Hugues Cantel. Présent. Pierre Jallet. Présent. Laure Beaumartel. Présent. Jocelyn Coinon. Présent. Valérie Diot qui a donné procuration à M. Chouin. Thierry Jossé. Présent. Laurence Béatrix. Présent. Françoise Routier. Chantal Hervieux qui a donné procuration à Laure Beaumartel. Julien Lefebvre. Justine Picot. Excusez. Thérèse Fichet qui a donné procuration à Thierry Jossé. Régis Roussel que nous accueillons au sein de notre conseil. La dernière fois, il n'avait pas pu être là pour son installation, mais on l'accueille. Voilà. Tout le monde connaît le docteur Roussel. Voilà, bienvenue au Conseil. Ulrich Lumberger, Pascal Griot, Sébastien Lerat, Sandrine Bozek, François Van Fletteren, Claire Pitette, Pascal Ditch, Simon Jaraï et Antonin Planchette qui a donné procuration à Simon Jaraï. Voilà. Donc, il y a le dernier conseil, il y a le PV à signer. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur le dernier procès verbal? Allô? Non? Bon, ben, je fais passer le parapheur. Je vous propose de désigner M. Pereira comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, merci. Vous ferez attention que dans le parapheur du dernier conseil, il y a 2 signatures à faire. Alors, la première délibération, c'est la validation d'une convention de financement avec la région et je donne la parole à Pierre Bibé. Merci Madame le maire. C'est dans le cadre du souhait de la région et de la ville de réorganiser les transports scolaires sur notre territoire, et notamment les bus scolaires sur la place Verdun pour ne plus les accueillir. Et donc on a fait un certain nombre de travaux de voirie, d'éclairage, notamment la restauration, l'élargissement de l'escalier entre la rue de Bretagne et la rue d'Alsace-Lorraine, sécurisation de passages piétons, reprise de terre-plein, notamment place de la piscine, dans l'objectif que les cars scolaires viennent jusqu'à la rue du Stade, mais aussi de créer un pôle d'échange au niveau du parc des expositions, donc c'est là aussi où il y a eu beaucoup de travaux d'éclairage. Et donc le montant de ces travaux est de un peu plus de 75 000 € hors taxe. Et dans le cadre de cette convention, l'objectif est de pouvoir obtenir 65% de subventions de la part de la région, qui dans le cadre de sa compétence transport de voyageurs sur le réseau routier peut effectuer, ce qui veut dire que la région verserait un peu plus de 54 000 € sur les 75 000 €. Donc c'est l'objet de cette convention de financement. Y a-t-il des questions? Oui, Pascal. Merci pour cette information. Est-ce qu'on peut en profiter peut-être en séance publique, c'est l'occasion de faire un point d'étape sur un petit peu les travaux Place Verdun, puisque la rentrée scolaire a eu lieu, et donc voir un petit peu votre retour de nos concitoyens sur cette étape de travail de réaménagement du boulevard et de la place Verdun. Pascal, on va faire les délibs et on le fera à la fin. Comme ça, on ne perturbe pas parce que c'est pas le même objet. Et puis, mais en séance... Oui, mais pour l'instant, on va passer les délibérations, puis à la fin, on en parlera plus librement. Donc, je continue. Et puis, il n'y a plus de questions, Madame Pitette?
Pardon. Cette demande de subvention, elle s'inscrit dans la compétence mobilité mais de la région, là. Mais est-ce que ça a à voir quelque chose avec le fait que nous soyons, au niveau de la région, je crois, petite ville normande? Non, du tout. C'était parce qu'il fallait qu'on fasse des aménagements comme les lycéens du lycée Fresnel sortaient par l'extérieur et les escaliers, les marches et tout ça, c'était plus adapté. Donc, on leur a demandé de financer, qu'ils nous donnent une subvention pour ce financement. C'est uniquement ce cadre-là. C'est de ce cadre-là. Merci. Oui, parce que aussi, en complément, ça fait des années que la région veut aussi faire évoluer le ramassage et le dépôt des élèves, des lycéens, qui avait lieu sur la place de Verdun, qui était totalement anarchique. Donc c'est aussi dans cet objectif-là que cette solution a été trouvée, notamment poussée par l'engagement des travaux. Parce que je rappelle, normalement, sur la place de Verdun, on aurait pu verbaliser tous les jours les bus, parce qu'il y avait un arrêté qui disait interdiction de stationner. Et donc, il fallait vraiment trouver une solution. Bon, du fait des travaux de la gare, de la place de Verdun et après du pôle multimodal, de toute façon, maintenant, on n'avait plus de... Ils ne pouvaient plus faire marche arrière parce qu'il y avait déjà, dans les précédentes municipalités, on avait déjà proposé de déplacer les cars. Les proviseurs, les anciens proviseurs du lycée Fresnel étaient opposés parce que les enfants, qui montent par l'arrière, voilà. Et puis là, de toute manière, ils n'ont pas eu le choix. Voilà. Merci. Donc plus de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération numéro 2, je vais redonner la parole à Pierre Bibé concernant la convention pour la facturation, le recouvrement et le reversement des redevances d'assainissement collectif sur le territoire communal de Bernay entre la SOR, l'Intercom Bernay de Normandie et la ville de Bernay. Oui, merci. La ville de Bernay assure l'exploitation du service de l'eau, donc de sa facturation. L'Interco, l'assainissement, donc aussi sa facturation. Ça fait déjà quelques années maintenant qu'on fait une facture commune, intercommunalité ville, assainissement, eau potable. Et l'objet de cette convention, c'est de la poursuivre, mais il y a aussi désormais l'acteur qui s'appelle la SOR, qui est une entreprise privée, puisque l'Interco a fait une délégation de service public de la compétence assainissement sur son territoire. Et donc cette convention est signée entre la ville, la SOR et l'Interco pour qu'on ait une facturation commune et donc mutualiser tout simplement à la fois et donc faire des économies de papier, de temps et donc d'argent. Mais c'est vrai que j'insiste sur le fait que ce qui concerne la ville, c'est la facture d'eau et pas la facture d'assainissement. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe à M. Schomberger. Petite question technique, qui assure techniquement la facturation? Ça part de chez nous, ça part de l'Interco? Ah non, c'est le service de l'eau de chez nous. De chez nous. Comme nous, nous établissons les factures d'eau, parce que rappelez-vous, il y a eu une époque, je crois que c'est 2019 ou 20, il y avait pas, on recevait une facture d'eau, une facture d'assainissement, ça avait fait des complications. C'est quand même mieux d'avoir qu'une seule facture et tout est expliqué dedans. Et donc c'est pour ça que là on re-signe la convention, puisque ce n'est plus Veolia qui s'occupe de l'assainissement, c'est la SOR, donc on est obligé de refaire une convention. Merci. Plus de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la dénomination d'une voirie ZAC des Granges. La société Régis Location qui s'est installée zone des Granges nous a sollicité parce que la rue n'était pas dénommée et il y avait des problèmes de courrier, il pourrait y avoir des problèmes de secours et autres. Donc il y a eu une commission qui s'est réunie pour trouver un nom à cette rue. Comme la zone des Granges, il y avait déjà le commandant Malray, il y avait le commandant Henri Bénin. On a continué dans la même, en restant en gendarmerie SDIS, puisqu'on n'est pas très loin de la gendarmerie, et on a décidé de la nommer Arnaud Beltrame.
Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? À la commission, tout le monde était d'accord. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Alors, la délibération numéro 4, c'est le passage en zone d'agglomération de la rue de Carentonne. Vous savez qu'on a une problématique, c'est la vitesse à 40 tonnes. Et donc, pour pouvoir limiter la vitesse à 40 tonnes, nous devons déplacer le panneau berné. C'est-à-dire qu'on a pris donc la décision de le déplacer au bout de 40 tonnes, pas très loin du pont qui va vers Fontaine-l'Abbé. Et comme ça, là, la réglementation, elle sera à 50 au lieu d'être à 70, parce que la route, elle n'est déjà pas en très bon état et elle n'est pas très large. Donc, on va réduire cette vitesse. Y a-t-il... donc, il y aura le panneau berné et en dessous, hameau de 40 tonnes, bien sûr. On ne va pas enlever 40 tonnes sur le quartier. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Maintenant, cinquième délibération, je vais redonner la parole à Pierre Bibé concernant la convention pour l'entretien du bras de la Charentonne, ancien site Arianex. Merci Madame le maire. Donc un bras de la Charentonne passe dans l'ancien site Arianex. Comme tout cours d'eau, en cas d'intempérie, il y a des risques il est sujet au débordement, aux inondations, et donc ça peut aussi provoquer des dégâts importants. Et donc l'idée de cette convention, c'est qu'un agent puisse venir une fois par mois contrôler chez Monsieur Gerrier, donc sur le site Arianex, pour voir s'il y a des embâcles, pour éventuellement les retirer, et puis aussi bien s'assurer que les vannages et les grilles de protection sont toujours bien présents. Et donc l'objectif est d'avoir une convention avec Monsieur Gerrier pour pouvoir être en règle sur l'intervention de la ville sur un terrain privé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pascal. Oui, je suppose que le propriétaire a en charge aussi l'entretien des berges et que dans la convention, on lui rappelle aussi ses devoirs. Oui, on rappelle son devoir comme à tous les Bernéens qui sont au bord de l'eau, qui ont une propriété au bord de l'eau. On se rappelle bien qu'ils sont pas propriétaires jusqu'à la moitié de la rivière, mais ils doivent l'entretenir, hein, puisque beaucoup de propriétaires qui sont au bord de l'eau oublient que c'est un de leurs devoirs quand même. Surtout dans cet endroit-là. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. La sixième délibération, je vais la retirer de ce conseil, mais par contre, comment je m'étais engagé à... L'éveil est très étonné, surtout qu'ils ont rappelé cette semaine que je dirais qui on propose comme adjoint le 21 septembre. Donc je vais vous rassurer, je retire la délibération parce que la personne qu'on vous propose pour le poste d'adjoint n'est pas présent, il a été retenu par des obligations personnelles. Donc je retire, on ne va pas voter s'il n'est pas là, mais je vais quand même dire le nom. Et là... Ah, l'éveil écoute, je suis très... Là, tout le monde écoute. Donc, on va vous proposer, on propose Jérôme Varangle. Voilà. Pascal? Madame le maire, nous pensions que cette délibération devait avoir lieu. Donc, nous allions proposer notre groupe Bien Vivre à Bernay, Simon Jarry. Donc, on verra à la prochaine, au prochain conseil. Voilà. Pardon, madame. Excusez-moi. Étant donné que les charges des adjoints se sont trouvées modifiées plus ou moins, quel sera son périmètre d'action? Le sport.
Ok. L'adjoint au sport. Enfin, c'est ce qu'on proposera, hein, un adjoint au sport. Voilà. J'en profite, Madame Pitette, pour vous tendre une perche. Vous vous rappelez, quand il y a eu la démission de Madame Turmel pour la culture, au sujet du poste d'adjointe de la culture, nous avons nommé un autre adjoint à la culture. Vous aviez peur que la programmation, les agents ne soient pas bien. Il m'a semblé, enfin, c'est ce qu'on m'a rapporté, que vous étiez très contente de la programmation culturelle qu'on proposait. Autour d'Edith Piaf. Ah oui, madame, j'en avais suffisamment parlé ici, de Vo- madame Piaf. Voilà, donc, voyez, comme quoi, il faut faire confiance et laisser... Mais je suis très contente, effectivement, et c'est ce que j'ai dit à madame Benzemiti. Voilà, donc Oui, vous voyez, tout à fait. donc... Oui, oui. Non. Délibération numéro 7, et je garde la parole. Le remplacement des membres au sein de la commission d'appel d'offres. Dans la commission d'appel d'offres, M. Schumberger est présent et a un suppléant, c'est Mme Pitette. On propose, pour rééquilibrer la commission d'appel d'offres, de proposer à M. Ditch de nous proposer, et si vous en êtes d'accord, un membre de, enfin, soit Pascal, ou soit M. Jaraï, ou soit M. Planchette, avec un suppléant. Et il manque un suppléant qu'on nommera, c'est M. Chouin pour nous. Donc, si vous en êtes d'accord, on va passer peut-être au vote à main levée, parce qu'on ne va pas faire une urne avec les bulletins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette idée ou pas ? Personne n'est contre. Pascal, est-ce que tu as quelqu'un à proposer pour la commission d'appel d'offres ? Donc, il est proposé donc Monsieur Ditch en titulaire, Simon Jaraï en suppléant, et nous, l'autre suppléant, c'est Monsieur Chouin. Est-ce que vous êtes d'accord pour le vote à main levée ? Enfin, c'est-à-dire, vous êtes d'accord ou il faut qu'on aille chercher une urne et qu'on mette des petits papiers dedans ? Parce que nous avons la possibilité de le faire à main levée, donc c'est pour ça. Donc, on propose à la commission d'appel d'offres M. Pascal Ditch en poste de titulaire, Simon Jaraï en poste de suppléant pour remplacer M. Ditch et M. Chouin en poste de suppléant par rapport à notre liste. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Je vous remercie. Et je donne la parole à M. Pereira pour l'actualisation des tableaux des effectifs et la création de postes. Merci Madame le maire. Donc une délibération qu'on a l'habitude de prendre presque à chaque conseil maintenant. Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs au regard de la réalité des effectifs, il convient de créer donc 3 emplois. Un emploi permanent à temps complet appartenant au cadre d'emploi des adjoints d'animation afin d'exercer ses missions au sein du service périscolaire. Un emploi permanent à temps non complet 28 heures par semaine appartenant au cadre d'emploi des adjoints d'animation afin d'exercer ses missions au sein du service également scolaire périscolaire. Donc ces créations sont liées à l'obligation de respect, je le rappelle, des quotas d'encadrement. Et enfin, un emploi permanent à temps complet au cadre d'emploi des agents de maîtrise afin d'exercer les missions de responsable de la restauration. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur François. Merci, Madame le maire. Oui, c'était pour savoir si c'est possible, alors là, je répète ma question parce que j'ai déjà posé, si c'est possible d'avoir un organigramme plus détaillé, parce que vous m'avez renvoyé vers le site internet la dernière fois, mais on a simplement des ronds avec des indications de pôle et de groupe, mais on n'a pas d'organigramme détaillé, et c'est pour ça que je réitère ma demande, s'il vous plaît. Oui, François. Effectivement, on l'avait évoqué la dernière fois, l'organigramme en tant que tel, c'est-à-dire comment est organisée l'administration, est en ligne sur le site. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de mettre l'identité des personnes en fait. L'identité des personnes est connue bien évidemment quand vous vous adressez au niveau des guichets uniques et on vous renvoie en fait vers telle ou telle personne référente.
Voilà. Ça permet aussi de conserver l'anonymat du fonctionnaire, qui est quand même aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit un petit peu vital. Alors, je ne demandais pas le nom des personnes, mais au moins d'avoir les intitulés des postes et les rattachements aux différents postes hiérarchiques. Il y est comme ça, Moi, je ne l'ai pas trouvé. Hein. J'ai trouvé des ronds avec des groupes et des... Vous devez avoir pôle voilà, c'est ça, culture, voilà, et après ça détaille dans le pôle culture ce qu'il y a, le musée, le PIAF. Oui, mais ça ne descend pas jusqu'au niveau des postes existants au niveau de la mairie. Ah, vous voulez savoir? Ben là, il faut donner le tableau des effectifs. Oui, mais c'est pareil, je vais avoir un ensemble de personnes par pôle ou par domaine, mais je n'aurai jamais vous voulez savoir le nombre de personnes qu'il y a par pôle? Non, je voudrais savoir l'organisation hiérarchique. Ben, l'organisation, c'est sur le site. Ah ben alors, moi je ne l'avais pas trouvé. Mais... Mon doigt devait être fatigué. Pardon qui est en vert sur l'organigramme global. Si tu descends, François, et ben, tu vas voir la même couleur et du coup tu vas voir le détail de ce pôle. Voilà. Après, c'est peut-être pas ce que tu veux, hein, mais c'est quand même assez détaillé. Si je prends l'exemple du pôle aménagement... J'en suis encore très loin, là, je suis même pas sur le site de la mairie, mais... Non, mais si tu prends ce pôle-là, tu as ensuite, en dessous, tu as 2 départements, transition écologique, patrimoine, voirie et réseaux divers. Et parmi transition écologique, tu as service de l'eau, aménagement. Et ensuite, si tu descends encore, tu as réseau d'eau, eau potable, animation bac, gestion eau pluviale, grands projets structurants. Et on retrouve bien les postes alors qui sont créés autour de ces différentes activités? Non, ça c'est le tableau des effectifs. Non, ça c'est le tableau des actifs. Mais bon, c'est déjà détaillé quand même. Ces cercles sont très détaillés. Ça va à un niveau de détail d'organisation qui est assez... Oui, non mais François, ce que vous voulez, parce que là, l'organigramme, il est bien mis sur le site de la ville. Est-ce que vous voulez le nombre de personnes qui est dans les services ou... parce que je n'arrive pas très bien à saisir. Alors, non, ce que je voudrais, c'est savoir dans chaque service quels sont les postes existants. Ah, vous voulez... Sans avoir les noms. Sans avoir les noms, vous voulez savoir... Ok, d'accord. Voilà, et savoir comment c'est structuré. Ouais. Ok, mais ça, on peut vous le donner, ça. D'accord. Mais sans les noms. Oui, bien sûr, je n'ai pas besoin d'avoir... Voilà, ok. Je vous remercie. Madame Pitette, pardon. Je vous remercie. Au niveau de la région, les pôles sont parfaitement exposés comme ça et on a bien le nom des responsables de chacun des services. Oui, mais comme il y a eu beaucoup de mutations dans les services, pour être sûr d'être toujours à jour sur le site aussi, on évite de mettre. Et il y a quand même des agents qui nous ont demandé que leur nom ne soit pas cité. Donc on respecte, ce qui est normal. On respecte... Juste, Madame Pitette, entre l'enjeu d'une administration de type région et l'enjeu d'une administration de type mairie, on n'est pas confronté du tout au même genre de personnes, d'accord. Je vous invite à aller vous rapprocher des personnes d'accueil au niveau des différents guichets uniques que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, on fait une campagne justement pour leur permettre de travailler sereinement parce qu'elles sont victimes d'agressions verbales, peut-être parfois même jusqu'au physique, et donc bien évidemment nous l'objectif c'est de garantir déjà cette première liberté. C'est la raison pour laquelle, et comme l'a évoqué Madame le maire, il y a une volonté de certains agents de garder cet anonymat parce qu'ils vivent le territoire également. Voilà, et certains malheureusement se font déjà interpeller dans la rue alors qu'ils ne sont pas au travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Je vais donner la parole à Monsieur Chouin concernant la mise en place de la démarche de recherche de mécénat et l'adoption d'une convention type mécénat et d'une charte éthique du mécénat.
Merci Madame le maire. Donc je vous rappelle que dans le cadre des orientations stratégiques développées par la ville, donc Bernay souhaite remettre les Bernéens au cœur des projets de développement de notre territoire, et c'est dans cette logique que la collectivité souhaite créer une mission de mécénat que nous vous proposons de baptiser Bernay Opportunité. Donc cet outil permettra de financer tout type de projet d'intérêt général à but non lucratif, bien évidemment. Les thématiques concernées et que nous avons déterminées concerneraient la citoyenneté et la solidarité, la culture et le patrimoine, et enfin l'environnement et le développement durable. Je vous fais grâce de tous les détails puisque vous les avez sous les yeux. Les dons issus de personnes morales ou physiques bénéficieront évidemment des mesures de défiscalisation prévues à l'article 200 du CGI, enfin du Code général des impôts, merci, pour les personnes physiques, et l'article 238 bis du CGI pour les personnes morales. Ainsi, à travers la mission de mécénat, la ville de Bernay pourra réaliser des projets portés par des citoyens de la ville ou par la collectivité elle-même. Voilà, donc il vous est proposé d'adopter cette mise en place, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Pascal? Oui, peut-être qu'en séance publique, il serait bon de rappeler ce que sera la charte éthique en direction de nos concitoyens qui nous écoutent. Parce que dans mécénat et parrainage, il n'y a pas tout bon à prendre, et donc si on a une charte éthique, c'est l'occasion de la présenter. Alors, on va rappeler le cadre légal du mécénat, et ça fait partie de la charte éthique. C'est une première loi sur le développement du mécénat qui a été promulguée le 23 juillet 87 et constitue encore aujourd'hui le cadre général du mécénat. Elle est complétée par la loi de juillet 90 qui porte sur la création des fondations d'entreprises. La définition, c'est que c'est un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général, à la différence du sponsoring qui constitue un échange marchand assorti à des contreparties publicitaires ou commerciales directes comme défini par l'article du Code des impôts, l'article 39-17. Ça veut dire que les personnes qui feront des dons au titre du mécénat ne peuvent pas attendre de retour de la ville si c'est des entreprises qu'on aille directement vers eux pour acheter, acheter chez eux ou pour leur rendre des services, ou si c'est des entreprises du bâtiment ou autres qu'on va leur donner les travaux. Voilà. En gros, c'est ça. Le seul avantage que peuvent attendre à la fois les particuliers et les entreprises, comme je l'ai rappelé, c'est l'avantage fiscal. Bon, évidemment, il y a des limites dans cette possibilité d'exemption fiscale. Bon, elle est de 50 000 € pour les particuliers. Pour les entreprises, elle se limite à hauteur de 60% du don effectué dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise. Voilà. Pour les particuliers, par contre, la déduction fiscale est de 75%. Elle est supérieure. Voilà. Évidemment, cela fera l'objet d'un reçu fiscal qui sera adressé à chaque donateur de façon à ce qu'il puisse s'en prévaloir lors de sa déclaration fiscale. Après, on rappelle les thèmes. C'est très encadré, le mécénat. C'est-à-dire que quand on fait appel au mécénat, par exemple, quand on fera appel pour PIAF ou autre activité, si par exemple, je donne un exemple, si ce qu'on va proposer coûte 15 000 et qu'on reçoit des dons des entreprises de 10 000 €, très bien. Mais si on reçoit des dons supérieurs et que c'est 18 000 €, nous serons obligés de rendre 3 000 €. C'est-à-dire que le mécénat ne peut pas dépasser le coût de la prestation. Oui. Alors moi, ce qui me paraît important de rappeler, c'est que nous conservons, comme collectivité, notre indépendance intellectuelle et artistique. Donc c'est ça qui est aussi important à rappeler en direction de nos concitoyens. Oui, bien sûr. Parce que tout n'est pas bon à prendre. Non, mais bien sûr. Et puis,
à chaque projet, il y aura un nouvel appel à mécénat, hein, comme vient de le rappeler Madame le maire. Il est bien évident qu'on ne peut pas basculer des sommes récoltées pour un projet sur un autre. Voilà. Pierre, je crois que vous aviez une question. Oui, je voudrais qu'on précise un petit peu, que vous précisiez un petit peu le mécanisme. C'est-à-dire que je comprends bien que le mécénat, c'est effectivement une sorte de parrainage moral et financier d'une action. Mais quel est le promoteur ou le porteur de l'action? Est-ce la ville, exclusivement la ville? C'est la ville. C'est exclusivement la ville. Ouais. D'accord. Y a-t-il d'autres questions, François? Merci. Je voulais juste demander quel était le retour de l'appel aux dons qui avait été fait pour l'entretien de la couture. Oui. C'était de tête, je crois que c'était un peu plus de 20 000 euros. Et ces dons qu'on avait reçus pour la couture ont servi à une première tranche de travaux. Et donc nous allons rappeler pour la pour la suite des travaux, nous allons rappeler la Fondation du patrimoine pour encore une fois avoir un don. Y a-t-il d'autres questions? Plus de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors, la délibération numéro 10, c'est l'adhésion de la ville au collectif Greffe Plus. Le collectif Greffe Plus a sollicité la ville afin qu'elle devienne commune ambassadrice du don d'organes. Le don d'organes est une belle cause, c'est pourquoi la ville souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur cette cause. Donc, il vous est proposé d'adhérer à de nous autoriser à adhérer à la ville au collectif Greffe Plus. Y a-t-il des questions? Monsieur Chaumerger. Oui, je pense qu'on a tous envie de savoir ce que cela signifie concrètement en termes d'engagement, de visibilité. Est-ce qu'on va accueillir des actions informatives sur ce sujet-là? Est-ce qu'on va juste mettre le nom de Bernay comme ville ambassadeur? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que j'ai engagé le conseil municipal, j'engagerai le conseil municipal qu'ils fassent tous leur don d'organes. Ça, c'est une chose qui est certaine. Non, ça veut dire qu'on va quand même, parce que vous savez qu'on a quand même une association sur Bernay, on a des personnes qui portent le don d'organes. En plus, en mémoire à notre cher Dominique Bétourné qui avait bénéficié d'une greffe. Donc, nous allons les soutenir. Bien sûr, il y aura de la formation et autres. Et d'ailleurs, je crois que c'est prévu, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 6 octobre, que l'association viendra et qu'on pourra poser les panneaux et autres. Et voilà. Mais bon, je vous inscris tous. Il n'y a pas d'objection là-dessus. Tout le monde est donneur d'organes, don d'organes ou pas? Je crois que la loi a changé. Maintenant, on est donneur automatiquement, sauf si on s'y oppose. En fait. Oui, sauf si on oppose. Donc c'est pour ça que je vous demande déjà tout de suite si vous vous opposez ou pas, et on inscrit déjà. Non, trêve de plaisanterie. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. C'est Monsieur Deslandes qui qui représente l'association des greffés à Bernay. Délibération numéro 11, le rachat du site Vous vous rappelez, on a fait porter par l'EPFN le terrain qui était rue du Général Leclerc. Donc, on l'a fait porter par le PFN pour pas qu'on ait à supporter en première instance l'achat. Et maintenant, nous allons le racheter à l'EPFN parce que pour développer le projet qui viendra dessus. Voilà. Y a-t-il des questions? Pascal. Merci Madame le maire. Donc là, j'ai l'opportunité de poser une question puisque, comme vous le rappelez dans la délibération, nous pouvons faire appel à l'établissement public foncier de Normandie, le PFN, comme on le fait régulièrement, lorsqu'on a des bâtiments publics, voire privés,
comment dirais-je, qui peuvent avoir un intérêt communal, voire au-delà de la commune. Donc comme vous le savez, aujourd'hui, dans notre collectivité, on a des difficultés pour accueillir tout ce qui est autour des musiques actuelles, les musiques émergentes, les musiques amplifiées. Et si le théâtre Édith Piaf est en capacité d'accueillir, comme il est aussi en capacité d'accueillir d'autres formes artistiques, aujourd'hui on sent bien qu'il y a un manque à ce niveau-là au niveau de notre ville, d'autant plus que souvent ça se fait un petit peu soit dans des établissements privés comme des cafés ou des restaurants, ou, etc., etc., mais avec les limites de ces établissements en termes de capacité d'accueil, voire même de sécurité, et comment dirais-je, de légalité. Donc à partir de là, je me pose la question s'il ne serait pas opportun, si on a une vision à 10 ans, ce que j'appellerais une planification en quelque sorte, de pouvoir demander à l'EPFN de pouvoir, comment dirais-je, dans le cadre d'une réserve foncière, de mettre, comment dirais-je, de côté le REX. Comme vous le savez, puisque ça a été évoqué, je crois dans la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux, comme une opportunité qui pourrait se présenter à nous, avec bien sûr, comment dirais-je, ce regard aigu que nous avons, à savoir que le bâtiment il n'est pas en excellent état, mais il est situé en centre-ville, dans un lieu qui accueille déjà des publics pour la culture, les spectacles. Il y a déjà eu des concerts aussi au cinéma Le Rex, avec cette capacité d'accueil qui est renforcée avec un parking qui est existant, dont je crois une partie des deux parkings, je crois qu'il y en a un des deux qui appartient à notre ville. Et donc je me demande si c'est pas aussi opportun de faire appel à l'EPFN pour avoir cette réserve, d'autant plus que même si c'est inscrit dans les contrats État-région que nous souhaiterions voir l'autre partie du bâtiment de Caroline Romer, c'est-à-dire la maison des associations, soit aussi quelque chose qui soit exploitable à terme. Je pense qu'on peut ne pas faire l'économie de laisser ce bâtiment qui a une destination, même s'il était privé, culturelle, pour les années à venir, quoi. Alors Pascal, on a signé une convention avec le PFN, c'est l'année dernière, Louis, sur justement une étude sur tout ce qui est bâtiment de la ville, pas de la ville, mais de la ville, sans parler de la collectivité, qui sont sensibles, qui peuvent faire l'objet d'un rachat, donc tout ça, ça en fait partie. Et cette étude, Louis, parce qu'on en a parlé cet après-midi, ouais, on devrait les avoir dans pas très longtemps. Donc tous les lieux qui pourront être identifiés, ils vont être identifiés. Parce qu'il faut aussi savoir que la région, il y a aussi la foncière de la région qui permet aussi d'acquérir un immeuble dès lors qu'on pourra y faire un commerce aussi en dessous. Donc tout ça, le PFN s'est saisi du dossier pour justement nous rendre sur la... Donc c'est une très bonne initiative, je la salue. Hein. Il n'empêche qu'il y a urgence, puisque comme vous le savez, le bâtiment est en vente, que plusieurs acquéreurs comment dirais-je, sont attentifs aussi. Oui, mais Pascal, tu sais bien qu'il peut y avoir plusieurs acquéreurs, et si la ville elle veut s'en emparer, on fait jouer notre droit de préemption. Donc voilà. Tout est envisageable. Tous les immeubles qui peuvent porter à redonner de l'attractivité ou des commerces qui sont vacants et qui sont oubliés de certains propriétaires, justement, on travaille là-dessus. Mais rien n'interdit de penser non plus qu'un privé puisse avoir une initiative telle que celle que tu proposes. Et concernant le bâtiment Romer que tu parles au bout, les services, on a travaillé avec les services à ce sujet, on a encore échangé tout cet après-midi sur ça. Donc, dans quelques temps, on vous fera une proposition à ce sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc... Ah, monsieur. Excusez-moi, oui. Petite question diverse. On est toujours sur le même projet, c'est-à-dire un espace vert en centre-ville pour ce terrain, en fait.
pour l'usage, on n'a pas... Vous le verrez en commission, le projet va vous être présenté, vous pourrez amender, dire ce que vous voulez en commission sur ce projet. Parce que c'est ce qui avait été évoqué. Ce qui avait été évoqué, mais vous verrez, il n'y a pas, je parle parce qu'on doit le racheter, mais il n'y a pas que sur ce terrain-là que vous allez travailler en commission. Il y a aussi, parce que vous savez bien que le Pont-Ravet, tout le monde se plaint que c'est un peu un quartier oublié, comme on pourrait dire, par la collectivité. Et donc, vous aurez à travailler justement sur plus que ce terrain, mais voilà, une continuité. Merci. Plus de questions? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et la délibération numéro 12, c'est également un rachat à l'EPFN. Vous savez qu'on avait fait porter au titre du projet Place de Verdun et pôle multimodal, on avait fait porter l'acquisition de la maison qui est rue Ordéric Vital, juste qui est à la gare, enfin après le petit parking de la gare à l'arrière. Donc comme en début d'année, nous allons lancer la deuxième tranche du pôle multimodal. Donc on demande à l'EPFN de nous le revendre pour qu'on puisse procéder à cette démolition. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Signature de l'avenant numéro 2 au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux. Vous savez qu'on a un marché avec la société TCAP qui gère notre chauffage sur la collectivité, qui est le gaz, qui vérifie nos installations et qui doivent optimiser les coûts de nos installations. Donc, comme on a un contrat avec eux qui a une durée de 7 ans, le marché prévoyait un prix du gaz indexé sur le prix du tarif réglementé. Ce dernier ayant été supprimé au 1er juillet 2023, puisque maintenant nous avons la possibilité de prendre notre gaz où on veut, il convient de le remplacer par une nouvelle formule de calcul. Également, l'avenant prévoit notamment une modification des cibles de certains sites. On s'est réunis en commission d'appel d'offres le 1er septembre dernier et donc il vous est proposé de signer l'avenant. Vous savez que le groupe scolaire Bourg-le-Comte on va faire le raccordement avec la chaufferie biomasse qui est en train de se construire sur Bourg-le-Comte. Donc on sort de ce marché, ce groupe scolaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pascal. Merci Madame le maire. Je pense que, comment dirais-je, cette délibération mérite de votre part peut-être, comment dirais-je, une adresse à nos grands élus sur la question de la réglementation. Comme vous le savez, il y a eu une proposition de loi qui a eu pour objet de permettre la détention du capital d'EDF à 100% par l'État et de faire de l'entreprise une société anonyme d'intérêt national, et d'étendre le bouclier tarifaire aux petites et moyennes entreprises et aux collectivités locales de moins de 50 000 habitants. Donc c'est quelque chose qui a été déposé par le député Brun, donc de notre département, au mois de mai 2023. Je pense, j'ai la faiblesse de penser que pour ce qui concerne la tarification réglementée du gaz, du moins que le prix du gaz qui soit indexé sur le prix d'un tarif réglementé, pourrait être aussi, comment dirais-je, porté par nos élus, puisqu'il va y avoir le congrès, je crois, des maires prochainement, enfin, au mois de novembre, il n'y a pas... voilà. Donc vous allez rencontrer certainement les grands élus, les ministres, voire le président, en tout cas certains d'entre eux, et c'est l'occasion de leur dire que ce qui a été possible de faire pour l'EDF doit être possible de faire pour le gaz. Parce que ça oblige les collectivités à comment dirais-je, encore à fournir des efforts supplémentaires, je vais faire un mauvais jeu de mots, à donner de l'énergie supplémentaire pour trouver des solutions qui, aujourd'hui, sont des difficultés supplémentaires apportées aux collectivités dans le cadre de son exercice normal de fonctionnement.
Pascal, je suis qu'un petit maire d'une commune rurale. Mais vous fréquentez du beau monde. Bon, c'est du beau monde. Ben, merci Pascal, je suis ravi de t'entendre dire que c'est du beau monde. Voilà. En tous les cas, je ne manquerai pas de leur faire part des compliments que tu leur as faits et je parlerai de ce tarif réglementé. Ah, j'aurais bien aimé aller à Versailles. J'ai trouvé que la table, c'était une très belle table qui était dressée. Bon, après, le menu, j'y ai pas participé. Donc, voilà. Mais en tous les cas, la table était très belle. Voilà. Y a-t-il des questions? Ah, pardon. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, Pascal. Et je leur ferai part de tes compliments aussi. Donc, voilà, en même temps. Y a-t-il d'autres questions? Non, plus de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Louis Chouin concernant l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables et de créances éteintes sur le budget principal et le budget annexe de l'eau. Merci Madame le maire. Donc commençons déjà par les créances dites admises en non-valeur. Je vous rappelle qu'une créance considérée comme telle a fait l'objet de poursuites et que suite à une insuffisance d'actifs, il n'est pas possible d'imaginer recouvrer la somme. Donc pour les deux budgets qui nous concernent, à la fois le budget principal ainsi et le budget annexe de l'eau, nous avons en non-valeur, donc pour le principal, à valider 13 306,48 € et pour le budget annexe de l'eau, 19 244,19 €. Et nous avons également à valider un certain nombre de créances dites éteintes, c'est-à-dire que ce sont des créances pour lesquelles il n'y a plus aucun espoir de recouvrer quoi que ce soit. Et là, pour ce qui concerne le budget principal, il vous est demandé de valider la somme de 22 532,97 €. Et pour ce qui concerne le budget annexe de l'eau, la somme de 5 003,93 €. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Chouin. Y a-t-il des questions? Oui, Pierre. Est-ce que nous pourrions savoir quelques précisions sur les débiteurs? Non. On ne peut pas donner les noms. Ça, c'est interdit. Il n'y a pas de nom. Par contre, je peux vous dire que pour le budget principal, c'est des titres qui n'ont pas été honorés de l'année 2006. Il y en a de 2008. Oui, on traîne ça depuis longtemps. On ne peut pas passer en une globalité toutes les sommes qui n'ont pas été payées. Il y a une partie de 2021. Il y a sur le budget de l'eau, ça concerne l'exercice 2003, 2005 et jusqu'à 2022. Mais les débiteurs, ça peut être des familles, enfin je parle des familles qui sont parties, qui n'ont pas laissé d'adresse et qui n'ont pas payé leur facture. On peut peut-être avoir dans ces montants ou peut-être des entreprises qui n'ont pas pu payer ou que l'entreprise elle a fait faillite, donc on ne sera pas voilà. Mais on ne peut pas dévoiler les noms des personnes à qui c'est arrivé, heureusement. On garde l'anonymat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une année, la précédente majorité avait donné à une séance du Conseil, avait mis toute la liste des familles qui avaient eu... je trouve que ce n'est pas normal. On n'a pas... S'agissant des familles, je suis parfaitement d'accord, mais parfois il y a des institutions ou des sociétés qui, elles, ne méritent pas forcément cet anonymat. Oui, mais si l'entreprise n'existe plus, ça ne sert à rien, Pierre. C'est pareil pour les entreprises. Mais là, pour aller plus loin, il y a très peu... il y a dû avoir un commerce et c'est tout. Le reste, ce sont que des familles. Parce que ça date quand même. Et je rajouterais que par rapport aux années antérieures, les sommes sont extrêmement réduites. On a épuré quand même beaucoup de choses sur les 3 ans. Je vais vous expliquer, souvent de fois, on avait les familles, les cantines et ce que ce soit les garderies, le périscolaire qui n'étaient pas réglés. Et souvent de fois, ce n'étaient pas les familles qui avaient de faibles revenus.
Seulement, la procédure, c'est-à-dire que vous voyez, il y a le guichet famille. Le guichet famille, vous allez chercher X repas, X nombre d'heures de périscolaire ou de centre de loisirs. Voilà. Donc, le guichet famille a envoyé une facture. Vous avez 30 jours pour la régler. Vous avez... Là, à ce moment-là, ils recevaient une lettre de rappel et ils avaient encore 30 jours. Et au bout de 30 jours, nous étions obligés de redonner tous ces titres à la perception. Ça veut dire qu'on n'avait plus la main. Et dans le logiciel qu'on avait, dès lors qu'on transférait à la perception, ben, les familles, ils apparaissaient comme quoi elles avaient payé, alors que c'était faux puisqu'il y avait la perception. Donc, on a fait installer le logiciel de la perception de la DGFiP au guichet famille, que même si on les a transférés au bout de 60 jours, dès lors qu'on tape le nom de la famille, on sait tout de suite ce qui reste à payer ou pas. Et donc, quand les familles viennent, voilà. Alors bien souvent, elles vous expliquent ah oui, on avait oublié, enfin voilà, on se rappelait plus, enfin bon, c'est comme ça. Et donc là, on évite beaucoup les impayés. Il y a beaucoup moins d'impayés qu'il y a eu. Il y a des familles qui ont quelques difficultés, mais on trouve des arrangements parce qu'on ne leur met pas le couteau sous la gorge, en ce moment, surtout avec l'inflation et autres qu'ils ont subi. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que les créances vont en diminuant. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Alors tout à l'heure, on a vu la mise en place de la démarche de recherche de mécénat et maintenant nous allons parler de la mise en place de la... Ah pardon. Ah oui, oh pardon, j'étais pressé, l'eau s'était passée. Ouais, je redonne la parole à Louis Chouin pour la décision modificative numéro 2 pour le budget annexe de l'eau. Oui, donc comme vous le savez, hein, les budgets primitifs sont votés par chapitre et il est opportun donc d'apporter une modification sur le budget primitif concernant à la fois le chapitre 65 et le chapitre 68 en équilibre. C'est-à-dire qu'il vous est proposé d'apporter la modification suivante au chapitre 65 qui concerne les autres charges de gestion courante, c'est-à-dire qu'on rajouterait au budget initial de 2 000 € la somme de 24 248 € 12 centimes pour arriver à 26 248 et 12 centimes au total. Et pour équilibrer le budget, donc il vous est proposé de reprendre sur les provisions la même somme, c'est-à-dire 24 248 € et 12 centimes, de telle manière que nous amènerions le chapitre 68 concernant les dotations aux amortissements ainsi que les provisions à 30 751,88 € par rapport aux 55 000 qui étaient prévus au budget primitif. Voilà, Madame le maire. Merci. Vous savez que maintenant, c'est plutôt une simplification, justement, depuis qu'on est passé en M57, de la M14 à la M57. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, Monsieur Schomberger. Oui, quelle est la raison de cette modification? Parce qu'en fait, ça concerne les charges de gestion courante, donc on n'est pas dans de l'exceptionnel. Donc on avait estimé à 2 000 ces charges et elles apparaissent à 26 000, donc il y a une augmentation substantielle. C'est-à-dire que dans la gestion des problèmes de l'eau, il y a souvent des surprises. Et contrairement à ce qui avait été estimé, eh bien, il s'avère qu'il y a un besoin de 24 248 € et 12 centimes, ce qui est vraiment très précis et qui correspond évidemment à une dépense. C'est pour ça qu'on met toujours des provisions. Bien sûr, mais ça veut dire qu'on sera à 26 000 l'an prochain aussi, ou on va retomber? C'est pas forcément, on peut être à 15 comme on pourra monter à 80, ça dépend. Ça dépend parce qu'avec l'eau, on a toujours plus ou moins des contraintes et donc... c'est le propre des provisions, c'est de prévoir au cas où, parce qu'en fait, il n'était pas prévu de faire une dépense de ce niveau-là, et il s'avère que voilà, la surprise est venue malheureusement.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et donc, j'arrive donc. Tout à l'heure, on a proposé d'avoir une mise en place d'une démarche de mécénat. Et maintenant, on va mettre vraiment en place cette démarche pour le projet dénommé La Môme à Bernay, naissance d'un mythe. Je donne la parole à Monsieur Chouin. Bien, merci Madame le maire. Je pensais que vous présentiez l'intégralité de la délib. Comme je vous le rappelle, mais vous le savez tous évidemment, à l'occasion du 60e anniversaire de la disparition d'Édith Piaf, il a été décidé et pris en charge par le service culture et notamment Laurence Béatrix tout un tas de manifestations autour de cet événement, et toute cette programmation va se dérouler sur le dernier trimestre 2023. Donc, comme l'a rappelé Madame le maire, cette action, cette grande action, est dénommée La Môme à Bernay, naissance d'un mythe. Bon, personne ne doutera du fait que c'est une opportunité extraordinaire pour le territoire bernéen d'accroître son attractivité et de rayonner assez loin. Je pense que il est évident que ce rayonnement ira bien au-delà de notre région et que nous espérons beaucoup voir un certain nombre de citadins, et voir de citadins, quand je dis de citadins, je pense à Paris notamment, mais pas que, puisque la notoriété d'Édith Piaf est toujours bien présente dans le cœur des Français. Évidemment, l'organisation de ces différentes manifestations a un coût qui a été chiffré aux environs de 60 000 €, me semble-t-il, au maximum. Donc, pour éviter des dépenses excessives de la ville, mais surtout de faire participer l'ensemble des Bernayens qui sont très sensibles au fait que Édith Piaf ait vécu un certain nombre d'années dans sa jeunesse à Bernay, eh bien, il vous est proposé donc de valider le fait de lancer cette convention de mécénat pour cette action. Comme je le disais tout à l'heure, à chaque action, une autorisation, et d'autoriser également la ville à délivrer des reçus fiscaux pour les dons reçus pour cette action spécifique. Bon, je rappelle, mais bon, tout le monde peut se l'imaginer, que d'autres financeurs institutionnels comme la DRAC, la région et le département participeront à la dépense. Voilà, mais eux n'auront pas de reçu fiscal. Non. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc ah, Pierre. Est-ce qu'on sait déjà qui est pressenti ou qui se propose de participer à ce mécénat? Oui, on sait, mais on le délivrera le jour où. On sait déjà, et on en parlera le jour où on inaugurera. On peut quand même préciser que nous avons démarché, Laurence et moi, un certain nombre d'entreprises notamment, mais pas que. Il y a également des particuliers qui se sont prononcés, mais les entreprises, oui, nous y sommes allés. Voilà. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, la délibération numéro 17, c'est la mise en œuvre du recensement de la population, dispositif 2024. Vous savez que tous les ans, nous devons recenser la population. Et il y a un échantillon qui est pris sur la ville de Bernay. Et donc, nous avons besoin de 3 agents recenseurs. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Pas de questions. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie.
Et donc, justement, je voudrais un peu rebondir sur la population bernéenne, parce que j'ai lu dans l'éveil, évidemment, parce que quand on a parlé de mi-mandat, on a eu le droit à plusieurs pages dans l'éveil, dont chaque opposition a eu sa page. Je les remercie du travail qu'ils ont effectué. Et j'ai pu lire sur des parties de l'opposition, par exemple, j'ai lu le déni de réalité. Oh, alors ça, j'étais très étonné de voir un déni de réalité. Aujourd'hui, c'est la Saint-Mathieu. Alors, il n'y a pas vraiment de saint. Si, j'ai regardé la Saint-Mathieu, c'est le contrôleur fiscal, enfin, contrôleur de tout ça. Bon, il n'y a pas lieu de... Voilà. Moi, je suis quand même étonné, et après, je donnerai la parole à M. Pereira. Vous savez bien, M. Schumberger, que c'est vous que je vise, puisque le déni de réalité, c'est quand même vous. Moi, je suis un peu surprise quand même. Vous avez noté que vous faisiez de la rénovation d'une ferme à Valaille. Bravo. Mais moi, je pense plutôt que vous êtes inscrit à des cours de ping-pong ou de tennis ou de badminton, parce que ça dépend le vent ou les personnes qui sont présentes. Vous avez un revers, voilà. Quand on est aux commissions, quand on est tout ça, vous êtes toujours d'accord avec nous, parce que j'ai vu le projet pharaonique de la ville. Vous savez très bien, vous avez participé à la commission d'appel d'offres, vous étiez là, vous m'aviez même appris comment il fallait planter les arbres et quelle essence. Je vous ai dit que je reviendrai vers vous, parce que vous aviez de grandes compétences là-dessus. Bon, je suis un peu étonné de dire que quand vous êtes avec nous, tout est parfait, tout est beau, et quand il y a du public ou de la presse, eh ben, vous faites un revers. Donc c'est pour ça que je pense que vous jouez soit au ping-pong, soit au tennis, ou peut-être au badminton. Alors, je ne sais pas si au badminton, les revers, ça existe aussi, mais je pense aussi, parce que quand je jouais à la raquette, je faisais quand même des revers aussi. Donc, voilà, je suis un peu étonné de ce que vous marquez, projet pharaonique et autres. Mais bon, je vais laisser la parole à M. Pereira, je pense qu'il va apporter des éclairages sur ce sujet. Merci, Madame le maire. Merci pour cette touche d'humour. Moi, je vais essayer d'être factuel. Exactement. Ne vous inquiétez pas, je suis sous Xanax, ça va bien se passer ce soir. Non, je tenais à intervenir en fait à ce sujet du mi-mandat, qui est un moment quand même qui est hautement symbolique dans la vie de notre démocratie locale. En effet, dans le cadre de l'amélioration continue du service public, faire un point d'étape sur nos réalisations, mais également sur ce qu'il nous reste à faire est fondamental. Toutefois, en avant-propos, je tenais à remercier l'ensemble des Bernéens qui ont soutenu mon intervention au conseil municipal face aux attaques constantes d'un leader de l'opposition et la cabale médiatique dont ma majorité a fait l'objet. Mais par contre, je tiens à ce titre à remercier l'éditeur du groupe de cette presse locale ainsi que le rédacteur en chef local qui ont su revoir la ligne éditoriale afin de revenir sur une certaine objectivité du traitement de l'information. Bien évidemment, cette attitude n'était pas l'apanage de l'ensemble de cette rédaction que je ne visais pas. Je salue d'ailleurs les correspondants presse qui font un travail quotidien remarquable et qui se désolidarisaient de la prise de position de certains journalistes. Mais je tenais surtout à présenter mes sincères excuses aux Bernéens qui ont pu être surpris de la virulence de mes propos qui étaient éloignés de ma nature plutôt tempérée, pour ceux qui me connaissent, et humaniste. Ça me trouvait d'excuses quand vos valeurs profondes sont constamment bafouées, la passion l'emporte parfois sur la raison et peut provoquer ce type de réaction épidermique. Malgré les futures attaques à craindre, je m'engage à ne plus employer ce ton qui polarise les tensions au sein de notre société. En qualité d'élus, nous devons être exemplaires et à ce titre, nous devons tenter, par notre posture, de réduire les fractures qu'il y a au sein de notre société. J'appelle donc de mes vœux à ce que M. Schumberger s'engage dans cette démarche d'apaisement. Je rappelle, juste, ça doit vous rappeler quelque chose, sur la page 5 de votre premier journal de campagne, vous écriviez « Je suis tourné vers l'avenir, les revanches et les querelles passées ne m'intéressent pas. Extérieur à ces années de tension politique, je serai celui qui apportera une nouvelle vision et un élan d'apaisement pour la ville. Nous vous prenons donc au mot.
Mais revenons au cœur des propos qui animent Madame le maire, le mi-mandat, notre projet pour les Bernéens. Malgré les affirmations de M. Schumberger qui reproche à la majorité de ne pas être écouté, de ne pas être associé à la vie publique, je souhaite rectifier cette contre-vérité en démontrant que le cœur de notre projet réside dans l'écoute des besoins de nos concitoyens et par conséquent des différentes oppositions qui les représentent. Pour ce faire, j'ai réalisé une étude comparative du taux de réalisation de notre contrat municipal ainsi que des différents programmes politiques des 3 autres candidats. Donc, j'ai bien sûr tous vos programmes, mais j'ai également le programme d'un autre candidat et j'ai également le vôtre, Monsieur Ditch. Donc, à l'instant T, c'est-à-dire à mi-mandat, nous sommes à 49% de réalisation de notre contrat municipal. Il n'y a pas de problème, vous viendrez me voir, Monsieur Van Fletteren. Mais mieux que cela, nous sommes à 39% du taux de réalisation du programme de Monsieur Schumberger, notre principal détracteur. Donc quand il est fait mention qu'il est un élu de 2e zone auprès de la presse, nous ne pouvons que nous inscrire en faux. De manière très factuelle et non exhaustive, voici les réalisations les plus marquantes qui étaient dans le programme de M. Schumberger et que nous avons réalisées. Je cite: proposer une offre culturelle étoffée pour les scolaires, une programmation plus populaire au Piaf, valoriser les figures emblématiques de Bernay comme Edith Piaf. Louis Chouin en a parlé. Plan patrimoine avec priorisation des travaux. Finalisation du cinéma et travaux de voirie. Plus grande présence de la police municipale sur site stratégique, école. Développer une vidéoprotection efficace. Traiter les problématiques de mise en conformité et sécurité en priorité. Mieux coordonner les forces de sécurité, nommer un conseiller délégué de la sécurité qui est Jérôme Varangle. Renégocier les emprunts, poursuite du désendettement, mettre en place une mutuelle communale, lutter contre les violences intraconjugales et familiales et centres d'hébergement d'urgence, rompre l'isolement en organisant des rencontres intergénérationnelles, animation thématique, création d'un programme d'activités sportives culturelles, bien-être, aide aux devoirs après l'école, Noël solidaire des enfants, ville soutien des événements associatifs, référents et réunions de quartier, soutien administratif dans les démarches financières humaines, accueil des nouveaux habitants. Je vous invite d'ailleurs à ce sujet samedi. Rénover l'éclairage public en passant au LED, produits locaux à la cantine, carré potager dans les écoles. Je vais m'arrêter là car nous avons réalisé beaucoup d'autres actions présentes dans votre programme, car je souhaite m'attarder sur certains points qui m'interrogent. En effet, nous avons réalisé des projets dont l'enjeu semblait majeur dans votre programme, tant il prenait de la place et que vous avez combattu avec virulence par presse interposée. Donc à la page 9 du numéro 1, vous écriviez, je cite, « Création d'un véritable skatepark ». Je crois me souvenir que vous aviez dit lors du conseil où on a fait passer cette délibération que c'était has-been. Création... Oui, l'équipe. Création... D'accord. Je vous répondrai à tous les points, point par point, ne vous inquiétez pas. Création de 3 city-stades sur la prairie de la Charentonne, sur le stade et Bourg-le-Comte, ce qu'on a réalisé. Aménagement de l'espace prairie avec parcours et espace jeu sécurisé pour les plus jeunes. Cela évoque vaguement l'un de nos investissements majeurs du début de mandat, car il n'y avait rien pour les jeunes à Bernay. À la page 6 du 3e numéro, ici présent, vous notiez dans votre encart Habitat et mobilité, aménager le boulevard des Monts avec une piste cyclable, un parcours santé et des trottoirs. Pourtant, vous aviez reproché à Madame le maire, lors d'un conseil, d'avoir pris une telle décision qui visait quand même à sécuriser nos enfants quand ils allaient au collège Marie Curie. À la page 14 de ce 3e numéro, vous titriez « Grand projet d'urbanisme, un quartier en pleine expansion autour de la gare. Nouvel aménagement du pôle de la gare. 1. Plus de sécurité pour nos élèves par la refonte de cet espace en concertation avec les riverains et la création d'une gare routière sur les Granges pour les bus scolaires avec système de navettes. 2. Plus de mobilité par la création de pistes cyclables. 3. Un boulevard moderne, écologique et connecté avec panneaux électriques et bornes d'information. Un éclairage LED et une place importante pour le végétal. Ce même projet de la gare, pour lequel vous avez dit ne pas avoir été associé, alors que vous avez participé à 12 des 14 réunions, nous pouvons ressortir les feuilles d'émargement si vous le désirez, dont la commission d'appel d'offres, Madame le maire l'a dit, où vous avez été évoqué le coût global de l'opération, avec un vote favorable de votre part. Il y a beaucoup d'autres incohérences entre votre programme et les propos que vous pouvez tenir, mais je ne vais pas tout révéler aujourd'hui, cela ferait trop long.
Je ne sais pas où se situe le déni de réalité, comme vous le titriez dans un journal local en juillet pour parler de l'action de Madame le maire. En ce qui concerne notre majorité, nous avons une ligne directrice, notre contrat municipal. Et nous tentons de nous y tenir en prenant en compte les conseils des oppositions constructives. Et à ce titre, je salue M. Ditch et son équipe avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord, mais avec lesquels nous pouvons travailler. Mais également certains de vos colistiers qui souhaitent construire avec la majorité et non tenter de la détruire par tous les moyens. Aussi, même si vous avez le monopole des bonnes idées, comme vous le disiez dans l'édito du numéro 3, nous savons que ces mesures sont les bonnes, car nos opposants ont décidé de suivre notre ligne et nous nous en félicitons. Pourquoi ne pas vous féliciter que votre programme devienne finalement réalité? Après, vous pouvez me rétorquer qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et donc que vous n'êtes plus d'accord avec votre programme. Soit. Au-delà de cette opposition qui est tout sauf constructive, on va continuer à prendre vos attaques comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire une expression de la politique politicienne, celle que répriment quand même aujourd'hui fermement les Français. Il faut être très clair. Tout n'est pas parfait, et nous en avons bien conscience, et nous avons encore de nombreux défis à relever. Et donc nous aurons besoin de tout le monde pour améliorer le quotidien des Bernéens, mais également projeter Bernay comme une ville de demain. Nous avons passé aujourd'hui 7 heures entre élus et membres du comité de direction, donc c'est-à-dire les chefs de service de la municipalité, pour se projeter dans les 3 années à venir afin de mettre en adéquation les contraintes budgétaires et les nécessaires investissements pour poursuivre la modernisation de notre ville, dont la grande majorité des Bernéens se plaignaient d'un immobilisme mortifère. Finalement, ce qui me désole peut-être le plus dans cette histoire, dans ces promesses électorales, c'est vis-à-vis des Bernéens, mais également de votre équipe. C'est que vous disiez, page 5 de votre numéro 1, que vous seriez un maire à 100%, présent pour les Bernéens. Alors, comment justifier, puisque vous voulez vous justifier, qu'alors que la jeunesse est l'avenir de notre ville et de la pérennité de nos écoles, vous n'accordiez pas d'importance à l'événement « Un arbre, une naissance » en n'étant pas présent. Qu'alors que nos concitoyens ont démontré leur besoin de se retrouver autour d'événements festifs, vous n'étiez pas présent aux événements comme Bernay-Saint-Yves, l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, la fête foraine en centre-ville, l'inauguration de la prairie de la Charentonne, et j'en passe. Qu'alors que nos aînés ont tant besoin que nous nous en occupions, vous n'étiez pas présent au bal des seniors, mais aussi à un certain nombre d'événements festifs à leur endroit. Qu'alors que les agents de la ville sont les forces vives pour mener à bien notre programme, vous n'étiez pas présent aux vœux. Bon, après, je peux le comprendre, après la sortie de route médiatique, où, pour rappel, vous citiez l'identité de 2 agents municipaux sans leur assentiment, ce qui, soit dit en passant... Je suis présent aux remises de médailles, monsieur. C'est pas la même chose, monsieur Schumberger. Donc, c'est pénalement répréhensible, juste soit dit en passant. Et donc, il était peut-être délicat, effectivement, de venir les saluer lors des vœux. Qu'alors que vous étiez omniprésent dans les quartiers lors de la campagne, vous êtes absent au temps fort, tels que la galette du CHSV ou la fête de Bourg-le-Comte. Qu'alors que le devoir de mémoire est extrêmement important pour faire nation, vous êtes absent à quasiment toutes les cérémonies mémorielles. Qu'alors que nos associations et clubs sportifs sont des acteurs majeurs pour le rayonnement de notre territoire, vous étiez absent au forum des associations. Mais je n'ai aucun doute que nous allons vous revoir très prochainement sur le terrain, au fur et à mesure que nous rapprocherons des échéances électorales. Comme vous avez pu le constater, vos attaques, loin d'être source d'angoisse ou de blocage, sont de vraies motivations à la poursuite de notre programme. Maintenant, il est toujours plus plaisant de travailler main dans la main, plutôt que de faire ce que j'ai pris l'habitude de faire, des rappels sur le fond, c'est-à-dire la connaissance des dossiers, mais ainsi que sur la forme, votre posture d'élu de l'opposition. Aussi, nous restons à votre entière disposition pour enfin construire collectivement l'avenir de notre territoire, pour le bien des Bernéens et montrer un exemple d'union. Votre nom de groupe n'est-il pas Unis pour Bernay? Je vous remercie. Merci, M. Pereira. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 18, participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école Jeanne d'Arc 2022-23. Vous aviez dit que vous me donneriez un droit de réponse. Je vous ai juste demandé de ne pas parler quand M. Pereira a parlé. Vous avez dit, en commençant votre discours, que vous me donneriez la possibilité de répondre à... Si vous voulez, vous avez 5 minutes. Ah ben, je serai plus court, ça va être... Alors, je vous remercie. Alors,
je vais déjà commencer par répondre à ce que vous avez dit. Alors, une commission d'appel d'offres, excusez-moi de vous le rappeler, ça consiste à choisir le meilleur des projets qui vous est proposé. Donc même si vous n'êtes pas d'accord avec un projet, si vous voulez, à ce moment-là, vous ne siégez pas. Quand vous êtes dans une commission, on vous soumet des projets et vous choisissez le meilleur projet. Donc quand je choisis effectivement un projet, je choisis le meilleur projet. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec le projet. Je peux finir de parler? D'accord. Alors, pour ce que vous avez fait et qui est un programme, nous l'avons voté. Nous l'avons soutenu. Tout ce que vous avez évoqué, dites-moi quand est-ce que nous sommes votés. Je voudrais finir parce que je vous ai écouté patiemment. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis opposé. Notamment, vous avez pris l'exemple du skatepark et on peut parler aussi de l'aménagement de la gare. Et c'est très simple. Un programme, et vous êtes très bien placé pour le savoir, ça ne se fait pas en 1 an. C'est même déjà assez compliqué de le faire en 6 ans. Donc dans un programme, il y a un séquencement. À aucun moment, j'ai dit que je ferais tout la première année. Et c'est ce que vous semblez me reprocher, de ne pas soutenir à partir du moment où c'était dans mon programme. Et pour moi, et je l'avais dit, je ne l'ai peut-être pas écrit, mais je l'avais dit en tout cas, si je ne l'ai pas dit, mais je suis certain de l'avoir dit, je vous le dis, il y avait des priorités. Et les priorités, c'était d'investir dans les économies d'énergie, d'isoler les bâtiments de la ville pour dépenser moins d'argent, désendetter la ville. Et oui, mais voilà, non mais c'était pour moi les actions prioritaires et c'est ce que je dis en fait. Donc en fait aujourd'hui mon souci, et permettez-moi de finir quand même, je suis beaucoup plus court que vous, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu de parité, si vous voulez, dans le temps de parole, quand on part dans ce genre de voie. Aujourd'hui, Bernay fait face à 2 problèmes majeurs, et vous l'avez très justement dit, nous avons parlé en commission, nous sommes d'accord, c'est la baisse de la population de la ville, et le fait que des classes ferment parce que nous n'avons pas assez d'effectifs. C'est un souci majeur. Vous avez investi dans les écoles, c'est une bonne chose, mais encore faut-il qu'elles ne ferment pas. Et donc ça, c'est un vrai enjeu, un vrai souci. Ce n'est pas un combat facile, mais c'est un combat majeur. Là-dessus, ce n'est pas une critique, à la limite, c'est une proposition, parlons-en. Pourquoi ne pas investir dans un vrai plan médiatique qui consiste, vous savez, les JT sont assez friands de Bernay, on est passé plusieurs fois à la télévision. Pourquoi ne pas se médiatiser pour que plus de familles parisiennes, 10 000 Parisiens quittent Paris chaque année. Il suffirait qu'on récupère une centaine de familles, ça ferait une différence pour une école, vous le savez. Donc ça, c'est une action qui me paraît majeure. Et dans la presse, moi j'ai le sentiment non pas de vous attaquer, parce que c'est pas du tout, alors en tout cas si vous le vivez comme ça n'est pas mon intention, mais de m'exprimer. Et donc aujourd'hui je réponds à ce que vous me dites. Et voilà, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais effectivement, il y a des choses que j'aurais faites avec un séquencement différent. Voilà. Merci, Monsieur Schumberger. Monsieur Schumberger, vous dites ça, que vous n'aurez pas fait toute la première année. Heureusement, et on ne fait pas toute la première année. Vous avez quand même dit, ils n'ont pas fait une université connectée alors que c'était prévu. Vous ne savez pas, le mandat n'est pas fini. Comme vous le dites, on n'est jamais certain de ne pas le faire. Mais croyez-moi, nous reviendrons très prochainement devant vous avec un projet. Donc, si vous prenez qu'on n'a pas fait l'école connectée, l'université connectée, bon, il reste jusqu'à mars 2026, donc il reste encore 3 ans, presque plus tout à fait 3 ans. Mais donc, on pourra réussir, puisque vous-même, vous venez de dire qu'on ne peut pas tout faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a désendetté la ville, on commence à la désendetter. Certes, la seule chose qu'on n'a pas pu éviter, c'était l'augmentation de l'impôt. Mais ça, on ne pouvait pas, et je ne vais pas reprendre le débat là-dessus. Quand j'entends qu'un de vos colistiers dit dans un journal qu'il n'y a personne sur la prairie de la Charentonne, excusez-moi, franchement, il faudrait qu'ils aillent voir la prairie de la Charentonne, parce qu'elle est toujours occupée. Donc, franchement, c'est quand même un peu limite. Vous devriez leur dire ou leur faire
enfin, à votre colistier, l'emmener sur place, voir comment ça se passe les week-ends, les jours en semaine, même les city-stades au Bourg-le-Comte, le city-stade sur le stade. Tout le monde est ravi de ces installations, donc elles sont fréquentées. Donc je vous rassure, pour l'université connectée, si vous n'avez plus que ça à nous reprocher qu'on n'a pas fait dans notre contrat municipal, ben écoutez, je vous annonce qu'on y a travaillé dessus et qu'on va sortir d'ici peu, on vous sortira le projet. Concernant, vous avez dit que les trottoirs, j'avais qu'une envie, c'était de faire les trottoirs. Ben, évidemment, quand vous entendez les Berniens qui se plaignent parce qu'ils se tordent la cheville et autres, que les trottoirs sont en mauvais état, on a décidé, puisque nous avons aussi des conduites d'eau qui sont en mauvais état, c'est-à-dire que dès que les conduites d'eau, on doit remplacer une conduite d'eau, on regarde si on a la conduite d'assainissement à changer, on fait enfuir les lignes, on change les compteurs et on refait les trottoirs, comme ça on est certain qu'on n'y reviendra plus. Donc voilà, je pense que sur notre contrat municipal, comme le soulignait M. Pereira, nous avons fait déjà beaucoup sur le contrat. Et puis, on en fera d'autres encore. Donc, je veux vous rassurer. Mais ce qui m'énerve, et le plus qui m'énerve, c'est vrai que c'est qu'en commission d'appel d'offres, vous dites que vous choisissez un projet. Mais vous avez participé au projet. Et c'est ce qui... On vous a proposé, mais vous êtes venu avec moi et il y avait encore l'ancien écran qui était là et on a regardé les plantations, machin, pour même vous dire que vous étiez très intrigué de savoir c'était quoi comme arbre, l'if, le cèdre bleu, parce que vous ne l'aviez pas vu en photo sur la première page qu'on avait fait, ou de la première page de l'évêque qui n'était pas. Monsieur Schumberger, vous avez eu le coup. On vous a dit, on vous a expliqué, je me rappelle très bien qu'on était à cette commission de DAF, et vous avez trouvé ce projet vraiment bien. Ne dites pas que vous n'étiez pas d'accord, jamais, mais jamais vous aviez fait une objection, puisque vous dites que vous vouliez me donner un cours de plantation d'arbres, de quelle essence mettre et tout. Donc voilà. Donc je vous rassure, monsieur Schlumberger, ce que j'aimerais bien, c'est quand même que si vous n'êtes pas d'accord en conseil municipal de dire voter, que vous ne soyez pas d'accord non plus en commission ou en commission d'appel d'offres, mais que vous n'ayez pas de poids de mesure, parce que c'est toujours ce que vous faites, de poids de mesure. Quand c'est public, vous faites comme ça, le revers de raquette, comme je le disais tout à l'heure, et quand on est tous ensemble, tout va bien. Donc voilà. Donc, on passe à la délibération numéro 18, et je donne la parole à M. Pereira concernant la participation financière aux dépenses de fonctionnement de l'école Jeanne d'Arc. Merci Madame le maire. Donc cette délibération, nous la passons chaque année également, puisque les communes ont l'obligation par le Code de l'éducation de donner en fait une dotation, une subvention aux écoles privées qui sont bien sûr conventionnées. Donc là, il s'agit bien sûr de nos écoles de Jeanne d'Arc. Donc pour l'année 2022-2023, le coût d'un élève en maternelle pour bien sûr les écoles publiques est de 1 513,61 € et 766,70 € pour les élémentaires. Donc en fait, il faut juste prendre les enfants bernéens. Donc on a 19 enfants inscrits en maternelle, soit 28 758,59 €, et 50 enfants inscrits en élémentaire, 38 335 €, ce qui nous fait un total de 67 093,59 €. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Van Fletteren. Merci Madame le maire. Juste un petit aparté pour vous dire que moi j'ai l'impression d'être pris en otage lors de ces comptes rendus ou j'ai l'impression que je perds mon temps à être ici et à assister à ces monologues. Ça fait la 3e fois et je trouve moi j'en ai ras-le-bol. J'étais prêt à partir là, j'avais rangé mes affaires parce que c'est insupportable. Heureusement, cette fois-ci, vous avez été plus modéré, ce qui fait que je ne suis pas parti. Mais j'étais à la limite de partir. Je pense que la plupart des gens qui sont autour de cette table, ils perdent une demi-heure de leur temps qu'ils préféreraient passer avec leur famille le soir, et c'est pas très agréable. Voilà. Mais, monsieur réglez vos comptes à côté, mais moi je suis pris en otage et j'en ai rien à foutre. Oui, mais vous n'en avez peut-être rien à foutre, comme vous dites, mais c'est votre chef de file. Donc, quand votre chef de file était interrogé par l'Éveil ou Paris Normandie ou un autre journal,
on ne peut quand même pas se laisser dire des choses qui ne sont pas vraies, Monsieur Van Fletteren. Oui, Alors, soit vous prenez un accord avec votre chef de file et vous réglez les problèmes avec lui, et comme ça, on n'aura pas à revenir devant le conseil municipal, mais je ne vais quand même pas laisser dire qu'il y a un déni de réalité alors qu'on fait tout ce qu'il faut pour la population bernéenne. Donc, je pense que, soit si vous n'êtes pas d'accord avec votre chef de file, vous avez la possibilité de quitter ce chef de file et d'être conseiller à part, ça peut se faire, mais voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi que vous réglez les problèmes internes entre vous. Voilà. Ça n'a rien à voir. La seule chose que je voulais vous dire, voilà, c'est que j'avais l'impression d'être pris en otage ici parce que je pense qu'on est là, on est venu là pour permettre de faire passer les délibérations qui nous intéressent et de se concentrer sur les problèmes des Bernéens. Ben justement, ça fait partie aussi des problèmes des Bernéens et des problèmes que nous devons échanger quand même et de refaire un petit point quand même à la réalité de ce qui se passe vraiment. Oui, mais vous préparez un monologue, mais vous ne laissez pas le temps non plus à la réponse et vous nous prenez... Vous prenez Ulrich de façon par surprise. Mais par surprise, non, mais quand il répond dans l'Éveil ou dans le Paris-Normandie, il nous prend par surprise aussi, parce que quand on découvre dans le journal, c'est exactement pareil. Non, mais bon, pardon, mais François, pardon, excuse-moi, mais franchement, qui tire le premier ? Franchement, mais même depuis 2020 d'ailleurs, qui tire le premier ? Je ne veux pas dire que ce sont les Anglais qui tirent les premiers toujours, mais franchement, qui tire le premier ? Enfin, on est en réponse. On va remonter loin. On est en réponse. Bon. On continue, nous oui, étions alors sur la j'avais partie... une question quand même. Ah bon ? Oui, excusez-moi, mais j'avais une question concernant Jeanne d'Arc. Je voulais parler des enfants qui sont scolarisés là-bas et notamment du repas du midi. Alors François, tu vas demander, alors je crois que c'est le directeur du diocèse, ou je ne sais plus le titre qu'il a, on l'a reçu dans notre bureau et on ne va pas épiloguer là-dessus, et il vous apportera la réponse. Mais vous n'avez pas la question. Ben, la réponse, si, la question, je la vois venir, c'est quid du repas, parce que nous, à l'école Jeanne d'Arc, nous ne pouvons pas faire le prix du repas en fonction du quotient familial comme fait la ville, donc il serait bien que la ville participe au repas de cantine de l'école Jeanne d'Arc. On y participe puisqu'on donne 28 758,59 € pour la maternelle et 38 335 € pour les élémentaires. Mais donc ça, c'est pour l'éducation. Oui, mais ça, après chacun son éducation, il y a tout, ça englobe tout, parce que nous, quand on fait le compte, ça englobe tout. Donc, voilà. Non, je confirme ce que dit M. Viez. Que... Mais M. Viez, il n'a pas la parole ici. Il doit juste se taire, sinon il sort de la séance du Conseil. Il n'a pas le droit à la parole. Les montants calculés, en fait, correspondent aux charges qui concernent l'éducation, mais ne prennent pas en compte les charges de repas. Donc, en fait, lorsque la ville paye ses subventions à l'école de Jeanne d'Arc, elle contribue aux frais d'éducation. Mais ça n'a rien à voir avec le repas du midi. C'est pour ça que je reviens. Les Bernéens, les enfants qui fréquentent nos écoles publiques bénéficient de la cantine de la collectivité. Maintenant qu'on fait le choix, et je respecte le choix de chacun de mettre ses enfants libres à soi d'aller dans l'école qu'ils désirent, après il faut assumer. On sait très bien que quand on va dans une école privée, ce n'est pas gratuit. Donc voilà, après chacun, je reviens pas, je ne dis pas que c'est pas bien d'aller dans l'école privée ou autre, non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis simplement que chacun a la liberté de mettre ses enfants où il veut. Oui, je comprends. Et de mon côté, je vous répondrai que finalement, s'il n'y avait pas Jeanne d'Arc, de toute façon, l'école publique devrait porter ses coûts. Quel coût? Mais les parents paieraient en fonction de leur quotient, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents que le quotient il est bien plus élevé, et ils paieraient. Je ne connais pas le prix du repas de combien vous payez pour Jeanne d'Arc, mais ici à la collectivité, il y a des parents, selon leur quotient, qui payent 0,88 ou 0,88, mais il y en a aussi qui payent 3,70 €. Oui. De mémoire à Jeanne d'Arc, mais mes chiffres ne doivent plus être justes, mais c'est autour de 5,50 € ou 6 €. 6 €, ok. Et je suis tout à fait d'accord qu'il y a des familles pour lesquelles il n'y a pas besoin d'alléger ce montant, mais j'ai aussi connaissance de familles qui sont plus en difficulté que ça.
C'est pour ça que je relance le débat, parce que je pense qu'il y a un intérêt social aussi, non pas simplement à dire Jeanne d'Arc, c'est privé, donc les gens ont les moyens. Je dis à ce moment-là, peut-être que les familles devraient revenir dans nos écoles. Non, mais c'est une boutade, ça. Voilà. Je ne vais pas lancer le débat entre l'école publique et l'école privée. J'ai dit ça gentiment, mais voilà. Mais je ne parle pas de l'école, je parle du repas du midi, et notamment de l'alimentation des enfants. Et j'aurais aimé focaliser davantage le débat sur ce point-là, parce que ça me semble être un point qui est important. Non, mais on a reçu c'est le directeur du diocèse qui est venu nous voir, et on lui a expliqué qu'on ne participera pas au repas de Jeanne d'Arc pour les familles. Ça, c'est une chose qui est certaine. Parce que quand nous, les repas qu'on fait payer le minimum 0,88 pour le quotient, ils ne nous coûtent pas 0,88. Hein. Ça veut dire que c'est la collectivité qui en prend une grande partie quand même à sa charge. Hein. Donc voilà. Et donc on ne peut pas alimenter. Maintenant, si vous me dites que je n'ai pas l'obligation de verser pour les maternelles et les élémentaires les frais de scolarité, je veux bien participer à la cantine. Voilà. Je veux bien vous le dire, hein. Vous n'avez pas l'obligation de participer. Mais si, c'est une obligation. Non, mais vous m'aviez juste demandé de le dire, vous ne m'aviez pas demandé que ce soit vrai. Avant, on ne participait que pour les élémentaires, mais depuis 2 ans, on a l'obligation de participer pour les maternelles. Donc voilà. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté, je vous remercie. La parole à Monsieur Pereira pour l'autorisation de candidater à l'appel à subvention du département de l'Eure pour la classe de découverte de Paul Bert. Merci Madame le maire. Effectivement, c'est une délibération qu'on a pu déjà passer puisque le département de l'Eure propose chaque année une subvention aux classes pour la création d'une classe de découverte en Normandie. La commune acte le projet et le financement. Par contre, elle doit verser en fait au moins 20% du montant global du projet. Donc là, il s'agit d'un projet de classe découverte à Saint-Père-sur-Mer du 15 au 18 avril 2024 pour 48 élèves CE2, CM1 et CM1, CM2 de l'école Paul Bert sur la thématique de la mer et de l'éducation physique et sportive. Et globalement, la ville de Bernay se propose de porter le montant à 2 535 €, donc soit 20% du montant global, pour que le département de l'Eure puisse débloquer 1 440 € pour ce projet-là. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. La délibération numéro 20, c'est l'attribution de subventions de projets à l'association SCB Natation Synchro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais M. Jubot avait souhaité de nager 24 heures au profil de l'association SOS Préma. Et la ville va accorder à la natation synchro une subvention de 500 € et qui sera reversée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et après, nous avons le compte-rendu des décisions qui ont été prises du 1er juillet au 15 septembre. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Pas de questions, je vous remercie. Donc, Monsieur Van Vletteren, vous nous aviez envoyé un mail avec 3 questions orales. Bon, je ne vais pas vous redire que vous étiez en retard, vous le saviez puisque vous l'avez noté dans le mail que vous étiez en retard. Cependant, on va vous répondre à une question et sachez que les questions orales, c'est une question et non 3. Et les 2 autres, je vous répondrai par mail. Déjà, on a échangé tout à l'heure sur ce sujet. Donc, la question numéro 1, nous avons pris la question numéro 1. Allez-y, Monsieur Pfaffenturen. Merci, Madame. Les propriétaires de leur résidence principale sont sollicités pour investir dans des solutions de production d'énergie et de réduction de l'impact environnemental, comme l'installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires.
Les constructions à proximité de monuments historiques doivent cependant respecter des contraintes supplémentaires lorsque des travaux y sont menés. Et la mairie peut refuser la délivrance d'un permis de construire si certaines règles esthétiques ne sont pas respectées. Quelle est la position de la mairie quant à la délivrance de permis de construire demandés par des propriétaires à proximité de monuments historiques, je pense notamment au centre-ville, qui sont désireux de réduire leur impact environnemental en installant des panneaux solaires sur leur toiture? Merci. Alors, pour répondre à votre question, le centre-ville historique sous architecte des bâtiments de France, en fait, le projet de panneaux photovoltaïques, il va être soumis, comme tout autre projet, à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire qu'il va devoir faire quand même l'objet d'un projet un peu plus précis, notamment présenté à l'architecte des bâtiments de France, c'est obligatoire, puisqu'on est en périmètre protégé. Et ensuite, l'architecte des bâtiments de France va rendre son avis, et ensuite, la ville, dans ce périmètre protégé, doit rendre un avis conforme. Donc la discussion, elle doit se faire aussi avec l'architecte des bâtiments de France, puisque on est en zone protégée. Et donc dans le centre-ville, périmètre rapproché d'un monument historique, je vous avoue que je n'ai pas encore parlé de ce sujet avec l'architecte des bâtiments de France, mais je la vois assez fréquemment, et puis je lui demanderai quelle est un peu sa position sur ce sujet. J'ajoute aussi que en matière d'instruction, d'autorisation d'urbanisme, on se fait accompagner désormais, depuis peu, par un architecte conseil, parce que les villes peuvent se faire accompagner. Et donc on se fait accompagner d'un architecte conseil pour avoir un petit peu plus de hauteur de vue, un petit peu plus de métier dans certaines réponses, parfois un peu délicates à donner, parce qu'on nous demande notre avis sur des orientations architecturales, etc. Mais en tout cas, précisément sur votre question, le chemin de l'autorisation d'urbanisme lié à des panneaux photovoltaïques sur un périmètre protégé, pour faire vulgairement le schéma, va être classique, à savoir une réponse de l'ABF et un avis conforme de la ville. Alors j'ajouterais que dans le centre-ville historique de la ville de Bernay, c'est-à-dire autour, on va prendre l'abbatiale, tout autour Sainte-Croix, je ne conçois pas qu'on mette des panneaux photovoltaïques sur les toitures. Encore si les toitures étaient recouvertes de panneaux photovoltaïques, mais il y en a beaucoup qui mettent qu'une moitié. Donc non, enfin, c'est sûr qu'on va quand même pas dénaturer notre centre-ville. Par contre, les pompes à chaleur, ça ne gêne pas, parce que les pompes à chaleur, jusqu'à présent, je pense qu'elles sont par terre. Je n'ai pas vu encore de pompes à chaleur en hauteur, mais peut-être que ça se fait. Mais donc ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour des pompes à chaleur. Mais ça se fait, Louis, en hauteur? Oui, bon, alors pas trop en hauteur quand même, parce que c'est quand même assez laid, donc il faudra les cacher quand même. En fait, le véritable enjeu du demandeur, ça sera la covisibilité avec le bâtiment historique. Ça sera une question de covisibilité. Et effectivement, en covisibilité, je ne vois pas comment il pourra y avoir un avis positif. Mais bon, encore une fois, c'est réglementé, et l'architecte des bâtiments de France est là. Avis conforme, ouais. Enfin, je peux rentrer en discussion avec l'ABF pour essayer de la faire évoluer, ce qui m'est déjà arrivé, mais c'est avis conforme. Ouais. Ah oui, Pascal voulait qu'on fasse un... C'est vrai, j'allais oublier, j'étais prête à entrer. Qu'on fasse un petit retour sur les travaux de la gare, enfin les travaux place de Verdun. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que c'était à l'ordre du jour de la commission. Vu que maintenant on fait des commissions, on ne voit pas trop les délibres puisqu'on les voit en conseil, mais oui, on s'attarde sur les projets. En fait, c'était pour qu'on ait, comment dirais-je, une information publique, puisque nos concitoyens écoutent le conseil municipal, et pas de problème. Il y a des interrogations sur le sujet, et c'est légitime de poser cette question-là, puisqu'on est dans la rentrée. Oui, bien sûr. Donc phase 1, place de Verdun, on est quasiment à la fin, il reste des détails à réaliser. Je dirais des détails parce que c'est une question de réception de mobilier, par exemple. On n'a pas encore reçu le mobilier urbain. On le reçoit fin septembre, donc il sera posé dans la quinzaine ensuite. Il y a un sujet d'enrobé, de béton désactivé de la piste cyclable qui n'est pas encore coulée puisque il y a, je rentre dans les détails, mais il y a une possibilité par mois pour qu'on ait ce type de béton via les centrales. Et donc, je ne sais pas si on va pouvoir avoir celle de septembre, sinon ça sera celle d'octobre. Donc, en fait, ça sera aussi réglé en octobre. Quoi d'autre comme détail? Les plantations. Là, ouais, d'accord.
Ah d'accord, donc c'est pas un point, c'est sur le flux automobile. Ok. Je finis juste sur les plantations. Elles vont être faites inévitablement début novembre. Là, les plantes et les arbres et les arbustes ont été choisis. Voilà. Ensuite, sur les flux automobiles, c'est le début, hein, un aménagement d'envergure, d'évolution de la place de Verdun. C'est un changement de pratique radical, hein, qu'on a opéré. Je ne vais pas rappeler quand même, enfin je peux le rappeler parce que bon, à chaque fois il faudra quand même faire de la pédagogie, hein, nous tous, hein, c'est qu'il y a une évolution de la sécurité, de la qualité de vie, de créer de l'espace public pour le piéton, pour le vélo, hein, enfin ça va, je crois, il me semble, dans le bon sens. Je ne vais pas aller aussi dans le détail qu'on va quand même gagner 2,3 degrés en période estivale grâce aux aménagements qu'on fait, alors qu'on est en plein centre-ville. Je ne vais pas rappeler tout ça parce qu'en fait on l'a déjà dit plein de fois, mais je sais qu'il va falloir que je le répète parce que je sens la tension venir, mais parce qu'en fait ça fait 15 jours, hein, que la circulation est mise, notamment avec les réglages des feux. Et comme je l'ai déjà dit aussi plein de fois, nous ne sommes pas obtus, et on est aussi en train de voir avec notre maîtrise d'œuvre pour qu'on ait une analyse fine et objective pour comparer ce qu'ils nous ont proposé et ce qui nous a permis de prendre une décision, notamment en termes de cadencement des feux, en termes de réglage de circulation, pour voir si à certaines périodes c'est pas plus bloquant qu'ils nous l'avaient prédit en simulation dynamique. Pendant la période, vous vous souvenez, hein, des simulations dynamiques qu'on avait vues en commission dans les 14 réunions qu'on avait pu faire. Et donc, parce que je sens bien qu'il y a des moments dans les journées, où parfois même il y a des journées où ça se passe, c'est fluide toute la journée, puis il y a des moments où à 8h30 ça bloque, et puis le lendemain à 8h30 ça bloque pas. C'est assez aléatoire. Je pense qu'il y a à la fois un temps d'adaptation, il y a un temps de compréhension aussi de la nouvelle circulation, et puis il y a aussi un temps d'analyse, et qu'on va lancer. La police municipale a déjà fait une analyse, mais pour moi, j'estime que l'analyse de la police municipale doit être complétée d'une analyse plus technique par notre maîtrise d'œuvre, en l'occurrence Aegis, qui est plus compétent en termes d'analyse de circulation, c'est leur métier, voilà. Et donc on va analyser tout ça et on va faire des comparaisons objectives. On a tendance à penser aussi qu'avant c'était fluide. Avant, en priorité à droite aussi, il y avait des remontées de fil. Peut-être pas aussi fortes que des observations passagères qu'on peut voir. C'est vrai, peut-être, mais ça je ne sais pas dire moi. Je ne vais pas être dans le commentaire, je n'ai jamais été dans le commentaire sur ce projet, j'ai toujours été sur le factuel, le concret et le précis. Et donc je vais continuer à l'être, je ne vais pas commenter, je vais attendre d'avoir une analyse précise et fine et on prendra en plus des décisions en conséquence. Il y aura peut-être des évolutions de cadencement de feu, je ne sais pas, ça se trouve il n'y en aura pas besoin, ça se trouve oui, et on les prendra. J'ai toujours dit qu'on était dans l'adaptation permanente sur ce projet. On reviendra sur des décisions si elles sont pas adaptées ou si elles sont finalement pas bonnes pour la fluidité de la circulation. Mais je rappelle qu'on a vraiment modifié en profondeur une circulation et que ça fait 15 jours que ça roule. Donc bon. On est quand même en période test. On est à peu près sur 2 mois. On va analyser sur 2 mois le flux de la circulation. Mais je rappelle aussi que quand il y avait les bus, c'était aussi la panique. Beaucoup ont oublié depuis le mois de janvier qu'avant il y avait les bus et que vous descendiez à 17h ou 17h30 ou 18h, c'était la panique sur la place de Verdun puisqu'on ne pouvait pas avancer et autres. Donc pour l'instant, on est en période test. On regarde, vous avez dû voir que sur les feux, il y avait des caméras. Ces caméras, elles enregistrent, donc après, nous aurons l'analyse. Donc on demande 2 mois, parce qu'il y a eu la rentrée scolaire, et donc on regarde par rapport au flux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Dans la semaine, vous pouvez regarder, et vous pouvez constater quand même que sur le parking de la gare, ou autre, sur les rues adjacentes, il y a des places de libre. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens
qui télétravaillent. Et donc, j'ai encore rencontré un couple de Parisiens samedi matin qui vont venir définitivement habiter à Bernay, qui sont tombés amoureux de Bernay, et que le fait d'avoir la gare et que le fait que le télétravail s'est passé maintenant dans les mœurs, ils n'auront plus qu'à aller qu'une journée à Paris et ça les ravit. Donc ça veut dire qu'on aura moins d'emplacements autour de la gare. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce ne sont pas les Bernéens qui utilisent le parking de la gare et les alentours, ce sont beaucoup quand même les extérieurs. Donc en attendant, on va attendre les 2 mois pour avoir l'analyse complète du flux, parce que vous pouvez regarder, il y a des midis, il n'y a personne. Et il y a des fois, c'est la queue, vous remontez la queue jusqu'à Côte de Broglie, il y a de la queue, vous en avez jusqu'au rond-point d'Intermarché, c'est pas toujours aux mêmes heures, et donc voilà, l'analyse nous permettra de voir vraiment comment il faudra adapter ces feux. Voilà. Mais j'ajouterais juste que, et j'anticipe un peu, rapport aux Anglais qui tirent les premiers, attention à bien dépassionner le débat sur le sujet de la circulation, parce que on peut partir à l'emporte-pièce, lire 4 commentaires sur internet et puis écouter notre pote qui nous a dit ouais, je suis resté bloqué 10 minutes, mais Madame le maire l'a dit et c'est très juste. À 17h un mardi soir, avant, quand il y avait 25 bus et la priorité à droite et 3 files sur le boulevard, je veux dire, on attendait. Et celui qui dit le contraire, il n'est pas objectif. Et moi, celui qui dit le contraire, je ne sais pas parler avec lui. Parce que j'ai décidé d'être objectif et précis depuis le début sur ce projet. Et donc, je vais continuer sur cette ligne. Et c'est pour ça que je sens le truc venir. Mais moi, je resterai sur la ligne de l'analyse précise. Et il y aura ou pas des décisions d'évolution de prise à la fin. Et on ne bouchonne pas quand même comme sur le périph' à Paris. À Paris, quand même, quand il y en a qui ont quelques kilomètres à faire, des fois mettent plus d'une heure pour faire quelques kilomètres. Donc ça, peut-être que les gens prendront le vélo, Pascal. Bon, je lève la séance du Conseil et je souhaite à toutes une bonne soirée et merci aux employés de la collectivité pour la préparation de ce Conseil. Merci.